Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Excusez-moi pour les 5 petites minutes de retard, un simple problème technique. Alors bonjour Pierre-Yves, j'espère que vous allez bien, Lagdar, que je salue également, Franck, Catherine, bien le bonjour à vous, Raymond que je salue, Didier, Olive, Eddie, alors plein d'habitués et ça fait plaisir de vous retrouver chaque matin. Eliane, Ramsey, Loïc, voilà. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices, pour les nouveaux participants. Eh bien, écoutez, ce webinaire a pour but de faire un point sur l'actualité des marchés et de préparer au mieux cette nouvelle séance de trading qui s'offre à nous. Alors, on va commencer tout de suite par la bastion sur risque que je vous invite à prendre en considération. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG faut un exclusivement service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors maintenant que l'avertissement égale ce risque a été fait, on peut passer au briefing. Alors très peu d'annonces comme vous avez pu le constater hier. On a simplement eu aux États-Unis, voilà, qui est peut-être intéressant à relever, l'indice PCE Core qui est ressorti dans la lignée du consensus et de la précédente publication à 1,5%. Pour rappel, cet indice PCE Core est attendu à 2%, doit être à 2% d'ici pour 2019, pardon, c'est les estimations d'inflation de la part de la Fed. Voilà, donc plus cet indice PCE va tendre vers 2%, plus les probabilités d'os et taux vont augmenter pour la Fed. Actuellement, comme vous le savez, il y a 3 hausses des taux qui sont pricées par le marché. Il y a une quatrième qui commence de plus en plus. Elle est encore très légère. Il y a que 20% pendant de probabilité de connaître 4 hausses des taux en 2018. Mais donc voilà, plus cette inflation qui est la constante un petit peu eh bien problématique de beaucoup de banques centrales, eh bien, dès que cette inflation va tendre vers 2%, ça sera le bon moment. Donc voilà, en zone euro, on va dire que c'est l'IPC. On a une petite différence, c'est l'IPC harmonisé. Au Royaume-Uni, c'est l'IPC. Aux États-Unis, on a l'IPC et l'indice PCE Core. Voilà, on a deux indicateurs d'inflation qui sont extrêmement suivis par le marché. Donc voilà, l'IPC, il est déjà autour des 2,1% à peu près. Il oscille légèrement au-dessus de 2%, on va dire. Mais par contre, l'indice PCE, il a un peu plus de mal à progresser. Voilà, donc c'est celui-là qu'il faut surveiller, étant donné que l'indice PCE dans, euh, est dans les estimations, dans les prévisions du FOMC, alors que l'IPC, il me semble qu'il ne l'est pas. Résumé de la science américaine et asiatique. Alors on peut voir qu'on a eu un, un repli à Wall Street hier. Forcément, ce matin, on a les indices asiatiques qui se replient également. On a eu un bond des marchés, on a eu pardon aussi une vente des marchés obligataires. Vous pouvez voir qu'ils ont bondi, hein. Plus 5 points de base pour le rendement du T-Note à 10 ans, donc 2,70%, ce qui est ses plus hauts, ce qui correspond à ses plus hauts de 2017, voire même c'est des plus hauts de 2017. Et pour le rendement allemand, le 10 ans, il est à 0,60, un peu plus de 0,60%. C'est un plus haut depuis 2014. Voilà, donc le marché obligataire qui est vendu en même temps que le marché action, mais le marché obligataire se fait quand même depuis le début de l'année, depuis, vous en souvenez, les propos de la BOJ et de la Banque du Japon, annonçant pour ce premier, pour la Banque du Japon, réduire le montant alloué au rachat d'obligations d'État japonaises arrivant à maturité. Et pour la Banque de Chine, il y avait des rumeurs d'un de Bloomberg qui ont été démenties depuis, mais qui disaient que la Banque de Chine allait réduire son montant alloué, enfin tout simplement son trésor des bons américains. Pour information, la Chine et le Japon sont les deux plus grands pays détenant le plus d'obligations américaines. Donc si ces deux plus grands pays décident de réduire leur montant, ça envoie un signal négatif. Pourquoi ces pays qui sont les plus exposés à la dette américaine commencent à vendre? Voilà, c'est la question qui se poserait si tel était le cas. Sauf que ce n'est pas le cas pour le moment. Mais bon, en tout cas, on voit bien que le marché obligataire, de toute façon, avec les politiques monétaires en durcissement, ça fait pression sur le marché obligataire, étant donné que ces marchés obligataires ont été inondés par les banques centrales pendant plusieurs années, par leur QE, etc. Même si les QE continuent, on voit clairement qu'on est dans une phase, au niveau des banques centrales majeures, dans une phase de durcissement. La Fed, la Banque du Canada, la
BOE, mais la Banque d'Angleterre, mais c'est un petit peu différent. Vous savez que c'est pour limiter l'inflation à cause créée par le Brexit. Donc c'est pas, mais bon, on va la compter quand même dedans. Prochainement, nous aurons la RBA, la RBNZ, puis la BCE, puis la BOJ et enfin la BNS. Vous voyez, donc on est clairement dans une phase, il y a des cycles, et ce cycle de expansion de la politique monétaire, elle touche, on arrive à la fin. On arrive à la fin et on commence un nouveau mouvement qui a été pardon, dont la Fed ont été les premiers, on va dire, premiers de ce cycle, eh bien c'est les durcissements et donc réduire en baissant leur leur dette, ces banques centrales, ils vont réduire eh bien le montant qu'ils ont mis sur le marché avec leur QE. Donc forcément, le marché obligataire qui était inondé par les liquidités générées par les banques centrales, eh bien ces liquidités vont beaucoup réduire, vont être peut-être divisées par deux, et donc forcément ça va faire pression sur ces marchés. Bref, donc c'est normal qu'on a cette hausse des marchés obligataires, même si on a la version risque, dans le fond, étant donné qu'on rentre dans ce cycle de durcissement des taux, enfin qu'on est déjà dedans, mais on va dire qu'on est au début de ce cycle de durcissement des taux des banques centrales, eh bien on va avoir des rendements qui normalement devraient de plus en plus augmenter. Voilà, donc là concrètement on a un signal négatif pour les marchés actions. Si Wall Street clôture dans le rouge, si les indices asiatiques sont dans le rouge ce matin, il y a peu de chances que les indices européens le soient, qu'ils ne le soient pas, pardon. Et en plus le yen on peut voir qu'il progresse. Au niveau du calendrier économique, nous aurons le PIB. Alors le PIB prévisionnel de la zone euro publié à 11 heures. 14 heures l'inflation allemande. Donc voilà, ces deux annonces seront extrêmement importantes pour l'euro. Et enfin, nous aurons l'indice des prix de logement aux États-Unis à 15 heures, les confiances des consommateurs et, pour finir la journée à 16h30, un discours du gouverneur de la BOE, Mark Carney, devant le Parlement britannique. Voilà. Alors, on passe. Alors, excusez-moi, c'est un petit peu, comme je vous dis, il y a eu un problème technique au démarrage du webinaire. C'est pour ça qu'il y a eu des 5 petits minutes de retard. Donc, je mets en place ma configuration assez rapidement. Hop. D'ailleurs, regardez un petit peu ce pro screener pour les habitués. Hein. Vous savez que la semaine dernière, on avait plusieurs actifs dans cette liste. Donc on a un screener qui va filtrer parmi toute cette liste d'actifs que vous voyez sur votre gauche qui clignote, tous les actifs qui sont en surachat ou en survente, c'est-à-dire avec un RSI au-dessus de 70 ou en dessous de 30. Et là, on peut voir que la semaine dernière, on avait tous les paires majeures à part l'USD CAD et c'est tout, il me semble. Et là, on n'a plus que l'USD s'achève. Donc, on peut voir qu'on a une belle respiration en ce début de semaine du dollar, des paires majeures, grâce à un dollar qui a, eh bien, écoutez, qui a rebondi. Vous voyez que voilà, le dollar, pour moi, c'est un retour à 90 qui devrait se faire cette semaine. Pourquoi? Bah parce que déjà, on devrait avoir un rééquilibrage, étant donné qu'il a été vendu depuis le début de l'année, il est vendu presque sans pause, donc c'est normal qu'à un bout d'un moment, à court terme, le marché trouve un prix attractif. Ça ne veut pas dire qu'on a fait le point bas sur du long terme, mais ça veut tout simplement dire que c'est un rebond technique. Voilà, donc on a déjà ce niveau de prix qui est attractif sur du court terme. En plus de ça, on avait un momentum qui était en excès, qui était survendu. Les momentum, faut considérer cela comme des mouvements euphoriques, et les mouvements euphoriques, ce n'est pas une bonne chose dans les marchés financiers. Ils se font payer. Ouais, ils se font payer par des retracements. Plus on a un marché qui est euphorique, plus le retracement est important. Je prends souvent comme exemple le Bitcoin, parce que c'est peut-être celui qui parle le plus. Mais vous voyez que le Bitcoin, à chaque fois qu'il tape les 90 à peu près en momentum, eh bien on a des retracements très très importants. Là, ça avait touché 90. Quelques jours après, on a eu cette fameuse baisse, et cette baisse qui a une chute de 50%. Ici, vous voyez qu'il avait atteint en mai 2017 86, même 90. Et si on zoome, si on revient à peu près en mai, voilà,
Alors si on revient un petit peu en mai, voilà, donc là on avait la zone, vous voyez que c'était une belle divergence baissière. On avait le RSI qui marquait des points hauts de plus en plus bas, alors que le prix marquait des prix de clôture de plus en plus hauts. Et donc là on avait quand même un pullback de 30%. Ici on avait du 22, donc c'était pas beaucoup pour le Bitcoin. Mais donc du point haut au point bas, on avait quand même 40% de baisse ici. Donc voilà, c'était quand même assez important. Et un autre exemple, un peu plus concret peut-être, si y en a qui pensent que le Bitcoin enfin le RSI du Bitcoin est différent, il suffit de regarder par exemple en mensuel sur le S&P. Regardez en mensuel sur le S&P, dès qu'il va au-dessus de 80, c'est jamais bon. Les seules fois où il est au-dessus de 80, c'était, vous voyez, vous vous en souvenez de cette chute peut-être. Là, on avait une chute de, il me semble, 30, 40%, 58%. Donc on dirait pas, hein, mais là c'est quand même une chute de 58%. Ici, bulle techno. Donc là c'était le choc pétrolier, bulle techno, 50%. Crise financière, on touche les 80, moins 57. Bon là on est bien au-dessus de 80 comme vous pouvez le constater. D'ailleurs le momentum du RSI mensuel est presque un plus haut. En fait il est en train de tester les résistances de momentum de la bulle techno. Mais vous pouvez voir que voilà, le pic du momentum était fait en 96 et pourtant la chute a commencé, je dis bien le point haut, il était en mars 2000. Donc c'est pas parce qu'on a un momentum en excès que ça va chuter. Le momentum, la théorie et la pratique de manière générale, mais la théorie c'est le momentum précède l'action du prix. Voilà, donc un momentum euphorique, ça ne termine jamais bon. Donc voilà, et vous pouvez voir, regarder en mensuel. Là je suis sur un graphique logarithmique, hein. Je suis sur un graphique logarithmique, il me semble-t-il. Alors non, je l'ai enlevé. Échelle linéaire, pardon. Logarithmique, mais en logarithmique, vous voyez que la progression est de plus en plus euh, en courbe. Donc c'est assez surprenant. Vraiment, en logarithmique, la progression se fait de façon linéaire lorsqu'elle est exponentielle sur le graphique linéaire. Alors que là, pas du tout. Bref, je reviens sur le linéaire. Simplement pour vous illustrer, hein, pour revenir à nos moutons, donc le dollar. Vous voyez qu'en mensuel, on a eu une très belle baisse. Forcément, étant donné qu'il avait touché des zones d'excès majeures, on doit avoir un rebond qui devrait se faire. Et donc si on prend si on prend pardon euh, les retracements de Fibonacci, on prend le plus haut, le plus bas, 38%, ça donne un objectif vers 91 points. J'ai bien vers 91 points. Et vous voyez que 23% c'est 89,73. Donc c'est le minimum pour moi un repli à 90. Un retour à 90, ça me semble le minimum. Donc l'euro-dollar, voilà, je pense que les 1,25 c'est le point haut de court terme, comme ce qui avait été annoncé hier et vendredi. Et donc voilà, moi l'euro-dollar je le vois bien baisser cette semaine. Cette semaine je vois bien un leadership venant du dollar par rapport aux autres devises majeures. Donc euro-doll, pas de stratégie acheteuse avant les 1,2230 minimum. C'est vraiment le minimum. Je dirais même qu'on pourrait attendre un retour à 1,2047. Voilà. En fait, la première valeur à surveiller, c'est cette moyenne mobile à 50 jours. Regardez à peu près. Dès que le cours s'approche de cette moyenne mobile, lorsqu'il est en tendance, il commence à avoir une réaction. Donc, dès qu'il reviendra à cette moyenne mobile, vers cette moyenne mobile, disons, eh bien, ça sera le moment de guetter les signaux acheteurs. Donc, par exemple, une jambe de hausse. Une jambe de hausse, c'est par exemple une impulsion haussière. Vous voyez, comme celle-ci. Ou c'est cela. Vous voyez qu'on avait le précédent plus haut, le breakout, pam. Donc là, on avait le signal haussier. Voilà, et d'un point de vue momentum, regardez, on attend tout simplement qu'il revient au moins à 50. Pour GBP, voilà, retour à 40, c'est fait. Est-ce que c'est le moment de passer à l'achat? Non. Techniquement, on reste quand même bien au-dessus de cette ligne médiane de ce canal haussier. Donc tant qu'on est au-dessus, dans la phase haute de ce canal, pour moi, il n'y a pas d'intérêt, c'est beaucoup trop risqué de passer à l'achat. Par contre, dès que la livre viendra en bas de ce canal, ça sera oui le moment de passer à l'achat.
parce qu'il sera techniquement attractif. Voilà, donc 1,40 pour moi ça ne se paye pas sur le GBP, d'autant plus que si le dollar continue à augmenter, ça devrait faire pression sur la livre sterling. Le NZD, c'est pareil, vous voyez que on a clairement un retournement des paires majeures, étant donné que le dollar rebondit. Donc voilà, 0,74 c'est le point haut, le petit plus haut, enfin le plus haut à court terme, excusez-moi. On a cette divergence baissière qui est en train de se mettre en place, qui donnera un signal en cas de clôture en dessous de 50 du RSI. Et dans ce cas-là, ça invitera à à anticiper des positions baissières beaucoup plus basses. 50%, donc un retour à 0,71 sera alors possible si la divergence est validée. L'USD CAD rebond. Je pense qu'on peut viser les 1,25 sur l'USD CAD. Voilà, pour ceux qui ne sont pas à la vente sur l'euro dollar, l'USD CAD 1,25, ça me semble largement possible. Voilà. Même si ça avait été annoncé hier, je n'avais pas tracé. Donc voilà. L'USD CHF, opinion aussi. Opinion c'est à 0,95. Je vous rappelle que le 25 janvier dernier, on a eu un officiel de la BNS qui, alors je ne veux pas inquiéter, hein, attention, mais qui a indiqué qu'il serait peut-être intéressant de réduire le bilan de la Banque nationale suisse. Et ce dernier, la dernière fois qu'il l'a fait, c'était quelques jours avant, rappelez-vous, janvier 2015, la fameuse annulation du taux plancher de la BNS. Voilà, donc ça ne veut pas dire de toute façon il n'y a plus de taux plancher, donc ils ne peuvent pas annuler un taux plancher, mais ça pourrait être à la veille d'un changement de la politique monétaire. Personnellement, je ne pense pas. Je ne veux pas inquiéter, mais voilà, je ne pense pas. Pourquoi? On a une politique monétaire qui est qui est la plus généreuse. Hein. La BNS, c'est celle qui a la politique monétaire la plus généreuse parmi le G8, les devises du G8. Hein. Avec un taux extrêmement négatif, moins 0,75%. Donc voilà. Ce qui a permis à l'inflation de passer de moins 1,4% en 2014 à 0,8% lors des dernières mesures. Mais on reste très loin de l'objectif cible à 2% de la BNS. Donc est-ce que on va avoir un durcissement de la politique monétaire à la BNS? Personnellement, je ne pense pas. Voilà. Je ne pense pas. Je pense que les décisions, s'il y en a qui sont prises, ça ne devrait pas être avant le deuxième semestre. Voilà, je pense qu'il faut au moins une inflation au-dessus de 1%. Mais bon, tout reste possible avec la BNS. Mais en tout cas, d'un point de vue technique, vous voyez que le SDCHF est revenu à des niveaux extrêmement bas, des plus bas depuis, depuis la fameuse annulation du taux plancher, il me semble. Alors, je vais vérifier cela. Tac, plus bas depuis voilà août 2015. Ça fait 2 ans et demi. Donc voilà, je pense que l'USHF est bien parti pour rebondir au moins jusqu'à 0,95. L'AUD, l'AUD, voilà. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on avait attendu hier. On avait ce breakout, oui. Mais hier, je vous rappelle, on a anticipé ce rebond du dollar. Et ce rebond du dollar, enfin la hausse de l'AUD jusqu'à 0,81, 82 jusqu'à la prochaine résistance est incompatible avec un rebond du dollar. Donc il fallait décider. Soit vous étiez haussier du dollar et dans ce cas vous deviez être baissier sur l'AUD, ou soit vous étiez baissier sur dollar à court terme et dans ce cas-là vous pouviez continuer à passer à l'achat. Mais voilà, nous on avait anticipé, enfin c'est ce qui avait été annoncé dans le webinaire hier, c'était rebond du dollar, donc l'AUD USD qui revient sur ce pivot à 0,80. Voilà, ça c'est concrètement ça devrait être fait. Ça devrait être fait. Vous voyez que le RSI, bah, il est sorti de sa zone d'excès, il est à 65. On n'a pas de divergence baissière, mais voilà, on a bien une respiration du momentum qui est en train de se faire. Donc si par exemple le momentum revient vers 40, 30, 40, et que le prix, imaginons, hein, il est à 0,80, ça serait un niveau de prix intéressant, parce que le momentum serait très faible. Il y aurait donc plus de probabilité de rebond. Plus de probabilité de rebond, momentum faible, prix sur support, voilà, ce serait un signal aussi.
Alors j'ai des questions. Bonjour Valentin, USD Yen un peu de mal à partir, cause mauvais taux de chômage et des menaces au JPY. À votre avis, hausse vers 110? Alors, un peu de mal, c'est vrai, un peu de mal. J'ai bien peur que le scénario USD Yen ait plus de mal que prévu. Pourquoi? Alors c'est très simple. En fait, enfin c'est très simple. Non, c'est pas très simple, mais faut savoir que sur les positionnements spéculatifs, on a un yen qui, malgré qu'il soit haussier sur depuis le début de l'année et même depuis maintenant pas mal de temps, vous voyez que l'USDN est revenu à un plus bas depuis septembre 2007, c'est-à-dire que le yen est à un plus haut depuis septembre à peu près. Alors que les positions spéculatives sur le yen, si on doit faire un range sur les 52 dernières semaines, sur une année glissante, le nombre de positions spéculatives est dans sa borne basse, correspond à 8% de son maximum qu'il a connu depuis sur une année glissante. Voilà, donc il y a une marge de progression du yen qui est extrêmement importante pour les prochaines semaines. Donc oui, il a du mal à partir à la hausse. On a également ce problème des taux. Si on regarde la corrélation, regardez, donc là, rapidement, on regarde ce graphique, donc ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé depuis la veille. Donc, si on regarde l'USD yen, sur un an par exemple, on va regarder avec le fameux 10 ans US, on a une décorrélation. On a une décorrélation. Ce qui veut dire qu'en fait, normalement, le yen et le rendement, le yen et le dollar s'appréciaient de la même façon. Donc ça veut dire que lorsqu'on avait, une hausse du rendement, eh bien le dollar avait tendance à progresser. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Vous voyez qu'on a une décorrélation. Le dollar baisse, le rendement augmente. Et en fait, cela est peut-être dû à ce changement de la politique monétaire, réajustement de la politique monétaire de la BOJ. Si vous regardez la date donc cette décorrélation, donc là on a une hausse, on a une baisse et depuis le début de l'année, c'est depuis que le marché anticipe une politique monétaire moins généreuse de la part de la BOJ. Parce que actuellement le yen, on dit que c'est une devise refuge. Pourquoi? Parce qu'on a cette politique monétaire qui est accommodante et qu'on sait que dans tous les cas, on a la BOJ qui va payer des obligations, des actifs japonais pour faire baisser les taux, faire baisser les rendements des obligations. Donc on sait que la BOJ est derrière, c'est pour ça que c'est une devise refuge. Maintenant, si la politique monétaire de la BOJ commence à être durcie, alors ce n'est pas encore le cas, mais si elle est durcie, on va avoir un yen qui sera moins attractif. Donc voilà, c'est ce qui explique cette décorrélation en partie. On a également la décorrélation avec le dollar et le rendement du 10 ans. Donc finalement, cet USDN qui est sur support, je pense qu'il va avoir du mal techniquement à revenir vers 114, même si on a un RSI qui est sur support. Vous voyez qu'on a cette oblique baissière. Cette oblique baissière, il y a peu de chances qu'elle soit dépassée. Il y a peu de chances qu'elle soit dépassée parce que voilà, on a toujours cette Fed avec les trois hausses des taux qui sont pressées, la quatrième qui est préparée, alors qu'on n'est même pas sûr qu'il y aura une quatrième hausse des taux. Le communiqué du FOMC, c'est 3 hausses des taux qui est prévu en 2018. Ce n'est pas 4. Mais bon, le marché commence à presser 4 hausses des taux. Ce qui veut dire que même s'il y a 4 hausses des taux, imaginons dans un mois la probabilité de connaître 4 hausses des taux est à 60%, même s'il y a 4 hausses des taux qui se font en 2018, elles auront déjà tout été intégré. Donc, je vois pas pourquoi le dollar rentrerait dans un bull market en 2018. Il n'y a pas vraiment de raison. Donc il y a plus de chances que le yen prenne le dessus que le dollar cette année sur le yen. Donc si on a un retour du momentum, le momentum est sur support, c'est pour cela que moi je suis toujours haussier sur le USD yen, je suis toujours haussier sur 110 parce que je ne pense pas que le momentum puisse rester à des niveaux aussi faibles et puisse aller à des niveaux encore plus bas.
Donc voilà, je pense que le momentum indique un très bon signal acheteur, direction à court terme 110, puis même 112, 68. Je pense pas qu'il y aura une cassure de ce range parce qu'on a toujours cette oblique. Et pour moi, cette oblique ne sera pas cassée, étant donné que la politique monétaire de la Fed a déjà été totalement pricée. Donc, euh, donc voilà, Olive, pour répondre à votre question, le yen a du mal à partir à la hausse parce que le dollar yen a du mal à partir à la hausse parce que le yen est très fort en ce moment et a une marge de progression très très importante. Donc j'ai envie de dire le risque entre shorter et payer le yen, le risque de payer le yen devant le yen est très important et de plus en plus important depuis le début de l'année. Encore il y a 6 mois, la question ne se posait pas. Le yen c'était une devise qui se vendait globalement. Si on regardait, alors c'est dommage que j'ai enlevé les actifs, mais si on comparait tous les devises majeures comme on a l'habitude de le faire en 2017, le yen c'était l'une des devises qui était les moins performantes. C'était pas la moins performante. La moins performante, on le sait, c'était le dollar, mais c'était pas une devise qui était la plus haussière. Or, en 2018, ça pourrait l'être avec l'euro, le GBP. Voilà, euro, GBP, yen, ces trois devises, je pense, faut garder un gap, une opinion haussière pour 2018. Donc, faut plutôt se focaliser sur des positions acheteuses, utiliser les pullbacks qu'il y a sur ces actifs-là pour rentrer à l'achat. Voilà, donc si l'USD yen, encore une fois, si on a un retour à ce niveau-là, vers les 112, vous voyez, en haut du range, ça serait l'idéal, mais si on vient déjà à 112,68, voire même la moyenne mobile de 100 jours, d'un point de vue moyen long terme, ça serait une opportunité très intéressante pour passer à la vente, à l'achat yen et donc à la vente du dollar. On me demande un mot sur euh, alors sur les indices. Alors je passe rapidement aux devises, aux paires croisées. On va regarder le CAD yen. CAD yen qui, vous voyez, l'objectif a été atteint. Je pense qu'on peut même aller encore plus loin. On peut aller encore plus loin. Voilà, vous voyez que le yen est très très fort, hein. Le yen est très fort. Si on regarde juste le yen index, alors moi qui le voyais sous résistance la semaine dernière, la résistance a été cassée, donc voilà, vous voyez que cette résistance a été cassée la semaine dernière. Ça ne se voit pas vraiment sur l'USD yen parce que l'USD rebondit depuis peu. Donc du coup ça annule un petit peu l'action du prix, mais on peut voir que le yen a bien progressé. Maintenant il atteint une nouvelle résistance. On se met sur 5 ans. Sur 5 ans, vous voyez que le yen a une marge de progression extrêmement importante. S'il dépasse ce plus haut là, s'il dépasse ce plus haut, ça serait un signal de type breakout. Et dans ce cas-là, écoutez, le yen index, la prochaine résistance se trouvera vers ces niveaux de prix. Vers 100, donc ça veut dire l'USD yen ira vers 105. Si le yen index est à 100, c'est-à-dire que l'USD yen est à 105. Donc si on a une cassure de 93 ici, vous voyez que ce sommet-là, il a été marqué le 28 août 2017. Si vous regardez l'USD yen, le 28 août 2017, c'était ce moment-là. Donc si on a un breakout, c'est l'USD yen qui va driver le yen index, hein. Je rappelle que c'est un index et la pondération la plus importante du yen index, c'est l'USD yen. Donc si l'USD yen, par exemple, on a une clôture hebdomadaire sous 108, c'est un signal baissier extrêmement puissant, direction les 105. Voilà, donc là 108, vous voyez que c'est le bas du range. On a eu un rebond, un deuxième, là on est en train de faire le troisième, et moi je vois bien scénario de ce type, voilà. Tac tac, quelque chose comme cela. Je pense pas qu'on va casser net, c'est possible, hein, mais au vu du momentum, ça me semble peu probable. Donc, voilà, et le CAD yen, vous voyez que le yen a été extrêmement puissant, donc CAD, il est sous pression. Techniquement, la prochaine résistance, elle se situe à 87,32. J'ai écrit encore une fois un article la semaine dernière dessus, et je pense vraiment que il y a un court terme, le CAD yen, le premier objectif a été atteint.
Le deuxième, il est à 87,32 environ. Alors attendons, il y a beaucoup. Voilà, on va. Donc là, mince. Bon, je connais plus le prix d'entrée. C'est pas grave. Vous savez qu'on avait un objectif. Et donc Cadienne. Voilà, alors. Cadienne, on va mettre des. Mettre des objectifs. Voilà, et donc en journalier, si on se base sur le graphique journalier, deuxième objectif, voilà, 87. 87, ce sera le prochain objectif. Là, je pense, pour ceux qui sont à la vente cadienne, ça peut se shorter jusqu'à 87 yens. Faut plus voir le cadienne comme une devise haussière, hein. La politique monétaire de la Banque du Canada a été globalement pricée, à part si on a une inflation qui saute, qui bondit jusqu'à 2,5% au Canada, il n'y a pas vraiment de raison de rentrer vraiment acheteur sur le CAD, à part face au dollar. Le dollar, c'est la seule devise, encore une fois, enfin, on peut acheter toutes les devises face au dollar. Il y a des fortes chances que vous, si vous maintenez cette position jusqu'à la fin d'année, il y a de fortes chances que vous gagnez. Que vous achetiez le CAD, l'euro, le JBP, peu importe, il y a de fortes chances, enfin de fortes chances, alors tout reste relatif, hein, mais il y a des chances, étant donné que moi personnellement, le dollar, je vois comme en 2017, c'est-à-dire la devise des devises du G8, des devises majeures, la plus baissière. Celle qui sous-performe vraiment toutes les autres devises. Donc, voilà, le CAD, même si finalement la hausse des taux, la politique monétaire a déjà été pricée, elle devrait superformer le dollar américain. Mais bon, nous on cherche la performance. La performance, ça se fait un actif avec un actif qui superforme face à un actif qui sous-performe avec un écart type vraiment important. Donc ce qu'on va essayer de chercher, c'est les devises les plus performantes face aux devises les moins performantes. Les moins performantes en 2018 sont ceux qui sont déjà dans une politique monétaire importante, mis à part, enfin, politique monétaire, pardon, en durcissement, mis à part la BOE, parce que la BOE, cette hausse qui est possible, c'est grâce au Brexit. C'est pas vraiment la BOE, même si ça contribue. Mais donc, le CAD et le dollar, c'est les deux banques centrales majeures qui sont dans des cycles de durcissement. Et donc, c'est des politiques monétaires qui ont déjà été pricées. Donc, voilà, c'est des devises qui sont globalement, j'ai envie de dire, faciles à vendre. Ça ne se vend pas tout le temps, mais elles sont la majeure partie du temps faciles à vendre. Donc CAD yen avec l'USD yen, c'est voilà, si vous voulez acheter du yen, ça se fera face au dollar ou face au CAD. Et donc court terme CAD yen, je reviens, hein, je prends du temps, mais voilà, 87 premier objectif et à moyen terme, c'est facilement possible qu'on vienne chercher les 85. Voilà, donc c'est à vous de voir ensuite de dégager un bon ratio risque-rendement. Mais voilà, on avait déjà un objectif de court terme, il a été atteint. Qu'est-ce graphe que je monte? Alors c'est le CAD yen. C'est le CAD yen. Et voilà. Voilà tout simplement pour le CAD yen. Alors voilà, j'ai de plus en plus de questions sur les indices. J'y viens tout de suite. DAX FTSE, US dollar, très bien. Catherine. Gold. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai le plus rapidement possible. Donc, un tour sur les indices. Le Hang Seng, petite prise de bénéfice, un momentum qui est en excès avec une petite divergence qui est en train de se mettre en place. Le momentum attendu à 50. Si on a une clôture en dessous de 50, la divergence baissière sera validée et dans ce cas-là, on pourra anticiper un pullback plus important. Mais on peut, alors, je pense que c'est assez risqué de vendre le Hang Seng Index. C'est comme vendre Wall Street. Vous voyez que voilà, le Hang Seng Index, si vous alliez chercher à le vendre, eh bien, c'était pas une stratégie gagnante en 2017, ni en ce début d'année 2018. Donc voilà, on va pas chercher à vendre, mais on va chercher à profiter des replis pour s'insérer à l'achat. Et pour déterminer un niveau de prix intéressant, on va essayer de situer les supports. C'est ce qu'on a devant nous. Ces supports en vert et en bleu, c'est voilà, c'est des supports importants. Donc voilà, si on a un retour à 31 322, ça serait
techniquement une opportunité pour passer à l'achat. Avoir quand même une décote par rapport au point haut de 6%, ce qui n'est pas négligeable. 6%, là on parle d'un point de vue investisseur, c'est-à-dire sans effet de levier, rien du tout. Si il revient à ses sommets et que vous aviez acheté à 31 322, imaginons, ça fait quand même une performance de 6%. Et avec un effet de levier, ça fait une performance de 12%. Voilà. Enfin, un effet de levier de 2, pardon. Le Nikkei, on attend le retour à 23 000. Dès qu'on aura le retour à 23 000, c'est techniquement un niveau de prix intéressant pour chercher les 24 000, même si, voilà, on a le yen quand même qui, plus il va s'apprécier, plus il fera pression sur le Nikkei. Donc ça va pas le faire entrer dans un bear market, mais ça va extrêmement limiter sa hausse. C'est un petit peu à l'image de ce qu'on a connu sur les indices de la zone euro en 2017. Si vous regardez en relatif, les indices de la zone euro, ils ont globalement sous-performé. Ils ont globalement sous-performé en 2017. Regardez. Le S&P. Le S&P, on va se mettre sur un an. Et on va se mettre donc sur 2017. Bon, là, on va jusqu'à 2018. Bon, c'est pas grave. Le S&P, on va le comparer à l'Eurostock 600. Comme ça, on va bien voir les marchés. Hein, et au Nikkei 225. Tac. Vous voyez, quand on regarde ce graphique, on se dit oui, bon bah, l'Eurostock ça sous-performé. Attention, parce que on a le taux de change qui rentre en considération. Donc là, l'Eurostock était sous pression. L'Eurostock il a fait quand même 10%, ce qui est quand même une très belle performance. Hein. Je rappelle que le benchmark moyen du S&P sur les 40 dernières années, c'est 6%. C'est-à-dire que la performance moyenne du S&P sur les 40 dernières années, en comptant la crise financière, la bulle techno, etc. Enfin, voilà, tous les crashs qu'il a pu avoir en 40 ans, toutes les mauvaises années, eh bien la performance moyenne c'est 6%. Donc là on est quand même au-dessus pour l'Eurostock, ce qui n'est pas non plus... et il n'y a pas les dividendes. Hein. 10% c'est sans les dividendes. Vous me direz sans le S&P et le Nikkei c'est pareil, il n'y a pas les dividendes. Mais bon, je préfère le préciser quand même. Par contre, si on regarde le S&P en valeur en euros, parce que si vous êtes un investisseur en euros, eh bien ce qui vous importe c'est l'euro. Donc on a un S&P qui fait moins bon, que l'Eurostox. Et si vous regardez le Nikkei, JPYEUR, vous voyez que le Nikkei fait pas beaucoup, enfin, il n'est pas non plus extraordinaire. Certes, il fait un peu mieux, il fait 10%, mais vous voyez que c'est pas non plus une performance extraordinaire. Donc voilà. Faut pas regarder que en relatif, faut regarder également en absolu. Donc le Nikkei, moi je pense qu'il va être assez sous pression cette année, étant donné que comme je vous l'ai dit, hein, le yen, les positions spéculatives sont, si on doit tracer un range, vous voyez, si on doit tracer en gros une droite, imaginons que là c'est par rapport aux 52 dernières semaines, on a 0% de spéculative, on est au plus bas, et là on est au plus haut des positions spéculatives sur les 52 dernières semaines. Actuellement sur le yen index, imaginez c'est une jauge hein, qui varie, en ce moment sur le yen index on est qu'à 8%, alors que l'USD yen est à 108. 110 pardon. 110 ou oui 108 pardon. Est à 8%. Donc vous imaginez que si le yen index, si les positions spéculatives sur le yen augmentent rien qu'à 50 déjà, on dépasse les 108. Si on va comme l'euro il n'a jamais eu autant de spéculatifs sur l'euro qu'aujourd'hui. D'accord? C'est pour ça qu'il est à 1,25. Donc si on a le yen le marché qui commence réellement à presser, à anticiper un changement de politique monétaire de la BOJ, on aura les positions spéculatives mais qui vont bondir comme l'euro. Alors, je m'éloigne encore, je prends du temps, excusez-moi, mais voilà, je vais vous faire voir un... Donc là, on est sur le site DailyFX anglais. On va sur le Code Report, donc c'est un analyste qui s'appelle Paul Robinson, qui publie tous les lundis le Code Report, ce qui est en fait
un rapport de la CFTC des positions spéculatives. Alors voilà, one day ago. Alors non. Euh, alors c'est les positions spéculatives qui sont reportées toutes les semaines par la CFTC et qui sont publiques. Et donc là, si on se met par date, alors je vais peut-être code report. Voilà, one day ago. Regardez donc, voilà, c'est ce graphique. Alors bon, c'est pas très lisible. Voilà. Vous voyez que là, il y a un range de 52 semaines. Vous voyez que l'euro, bah, les positions spéculatives sont en haut du range des 52 dernières semaines. Le yen, 8%. 8%. Donc il y a une marge de progression extrêmement importante. Et vous voyez que la corrélation, par exemple sur l'euro, et les positions spéculatives en vert clair. Positions spéculatives en vert clair, l'euro. Le yen, on va le voir, il est beaucoup plus bas. Le yen index, dans le Japanese yen face, je suppose, alors je serais incapable de vous dire si c'est face au dollar ou pas. Bref, on a la tendance du yen qui est inverse, alors, ah non, c'est ici, pardon. Japanese yen, d'accord. Et on a les positions spéculatives. Donc vous vous doutez bien que si les positions spéculatives réaugmentent, par exemple, à ce qu'on a connu en 2016, on va avoir un yen qui va revenir à 100. Voilà, donc c'est pour ça que moi je suis vraiment assez bullish sur le yen index, parce qu'il y a une marge de progression très très importante. Dès que l'euro aura été totalement pricé, le marché va chercher d'autres performances, des prix faibles, et les prix faibles pourront être déterminés via, en partie, grâce à ce rapport. Parce que là où il y a plus de positions spéculatives, c'est là où alors parfois, hein, souvent, c'est parfois parce que le prix est sous-évalué ou n'est pas encore intéressant. Vous voyez que le dollar index, les positions spéculatives ont chuté. Elles ont chuté. Elles étaient extrêmement élevées en 2016. En début 2017, elles étaient assez élevées, mais depuis ça baisse. Bref. Là, je m'éloigne un petit peu. François qui me dit bonjour, alors bonjour, moi je suis USDN aussi jusqu'à 112 voire 114. Bien écoutez, chacun son analyse, hein. Après vous voyez, une analyse c'est personnel, mais alors après ça dépend sur l'horizon temps. Moi honnêtement, s'il y a un retour à 112, ce serait pour moi une excellente opportunité à shorter. Mais bon. Alors je reviens sur les indices parce que je prends beaucoup de temps ce matin, mais bon, l'Eurostoxx, concrètement, les 3600, 3625, c'est un niveau de support qui me plaît, qui me correspond. Le CAC, les 5470, encore une fois, parce qu'on est dans un range, pour viser les 5155, 5555 qui correspond au prix de clôture de 2006. Prix de clôture 2006, juste pour vous faire voir un petit peu, pour vous donner un ordre d'idée. Prix de clôture 2006, pardon, en annuel. Voilà, c'était celui-là. Donc vous voyez que c'est un niveau très très important. Et pour le DAX, moi, le niveau de support qui me plaît, c'est les 13 300. Alors pourquoi ces niveaux de support? Parce que déjà c'est des niveaux de support en swing. Mais pourquoi ils sont intéressants, je pense, sur le court terme? Parce que l'euro il baisse. L'euro il baisse, bon, on n'a pas d'appétit pour risque en ce début de semaine. On peut voir que Wall Street a clôturé en baisse, les marchés actions ont clôturé en baisse hier et ce matin. Les Européens ont pareil, ont clôturé en baisse hier. Ce matin, ils sont à la baisse. Donc voilà, on a vraiment des prises de bénéfices. On n'a pas réellement de catalyseur qui viendrait créer de l'appétit. Mais dès qu'il y en aura, ça devrait faire bondir les indices, étant donné qu'on a un euro, surtout européen, pardon, étant donné qu'on a un euro qui est baissier. Euro baissier. Dès qu'on aura une étincelle d'appétit pour risque, normalement, ça devrait aller très vite au retour des sommets. Voilà, donc le DAX, 13 000. 13 000, je ne pense pas, mais voilà, 13 003, la moyenne mobile à 50 jours, tout comme le CAC ou l'Eurostoxx, ça me semble des niveaux de prix intéressants à payer. Si j'ai le temps un petit peu sur les cryptos, eh bien écoutez, j'ai toujours le temps, François, je vais y venir juste après. Tac, alors le FTSE, l'achat à 7006, toujours d'actualité. Pour les mêmes raisons que l'Eurostoxx, hein, le pound se déprécie, ce qui devrait laisser
pardon, une pression sur le footy. Si vous regardez un petit peu, FTSE 100, alors, voilà, FTSE, on va le comparer au GBP USD. Bon, on a globalement, alors c'est pas 100%, hein, mais on a globalement une corrélation qui est baissière et qui est négative. Mis à part à ce moment-là, parce que l'idée d'un soft Brexit, plus on a l'idée d'un soft Brexit, et plus la corrélation va devenir positive entre les deux. Et au contraire, plus on a le scénario d'un hard Brexit qui se renforce, et plus on va avoir une corrélation négative. Regardez, avant le vote en faveur du Brexit, on n'avait qu'une corrélation qui était positive tout le temps. Et depuis, lorsqu'il y a eu le vote en faveur du Brexit, on a une corrélation négative. Une corrélation négative. Et c'est à l'image du pound. Hein. Depuis le pound, il rebondit depuis qu'on a le soft Brexit qui est l'option la plus envisagée. Voilà. Donc là, on avait la hausse du pound, ça n'a pas empêché le footy de progresser. Mais si on a une baisse du pound, vous voyez que ici, la baisse, ça permet de toute façon au footy de comment dire, de lui lâcher un petit peu de pression. Parce que dès qu'on a le pound qui augmente, c'est pas quelque chose qui va empêcher le footy de progresser, mais ça va le ralentir. Donc si on a un poids en moins venant de l'appréciation de la livre sterling, on devrait avoir un footy qui a, comme les indices de la zone euro, ont plus de chances de progresser. Étant donné que la balance commerciale est extrêmement importante au Royaume-Uni. Il faut savoir que il y a quand même 45% des exportations du Royaume-Uni qui sont faites dans l'Union européenne. Et près de 30, un peu plus de 30%, il me semble, dans la zone euro. Ce qui veut dire que si on a une livre sterling qui s'apprécie trop, eh bien, ils vont plus être compétitifs en zone euro et dans l'Union européenne. Donc, c'est pour ça qu'une hausse de la livre trop importante pourrait faire pression sur le footy. Mais là, quand même, on reste sur des niveaux importants, sur des niveaux assez faibles sur le GBP-USD, sur des GBP-USD à long terme. Écoutez, on est quand même sur des bornes assez basses. Hein. Sur 10 ans, vous voyez on est très très bas. Même si on a une hausse, on reste quand même très très bas. Donc même s'il y a une hausse du pound à court terme, certes ça limite, mais c'est pas ça qui va faire beaucoup pression sur le footy. Mais par contre, les phases de respiration de la livre, c'est quelque chose que bénéficie l'indice britannique. Donc voilà, c'est pour cette raison que moi, 7006, a payé, oui, ça veut dire achat, Catherine. Excusez-moi. C'est pour ça que pour moi, le footy 7006, déjà techniquement, vous voyez que c'est le précédent, c'est le sommet de 2017, pendant la majeure partie du temps à part en fin d'année, où là on a eu une reprise du rallye. Donc là où on a eu une reprise du rallye. Mais donc voilà, c'est une forte résistance. Là je pense qu'on a fait le breakout, le pullback avant une reprise de la tendance haussière, direction les 8000 points. Pour moi, les 8000 points sur le footy, ça devrait être atteint. On passe sur la matière première. L'or, sous pression à cause du rebond du dollar qui est attendu selon moi à 90 en fin de semaine, et donc l'or devrait être sous pression, au moins retour à 1316. Ça me semble largement possible. Et disons que 1316, c'est le premier niveau de support à surveiller, qui est potentiellement un niveau de support à payer. Potentiellement, je dis bien, parce que le repli peut être beaucoup plus important. Au vu du momentum qu'on a eu, on a une divergence baissière. Si elle est validée, on pourra vraiment avoir une opinion baissière jusqu'à pourquoi pas 1300. L'idéal, ce sera un retour à 1300. Mais bon, je ne sais pas si ça sera le cas. Le pétrole consolide, que ce soit au niveau du brut ou du Brent. Le Brent, on avait hier une analyse plutôt baissière en direction des 68 dollars qui correspond à ce niveau-là, à ce prix mensuel. Vous voyez que 68 dollars, c'est ce niveau-là. C'était ce plus haut. Donc, voilà. Niveau de résistance devenu support. Je pense que le Brent va consolider entre ce support à 68 et les 70. Tant qu'on a en attendant, qu'on a une respiration du momentum qui revienne à 50, donc là on est proche,
et surtout que le prix revienne vers la moyenne mobile à 50 jours. Et enfin, les cryptos, pour aller rapidement, le Bitcoin 10 000, ça se paye toujours, selon moi. C'est un niveau. D'ailleurs, François, je sais que ça vous intéresse beaucoup les crypto-monnaies. Je vous invite à lire mon article que j'ai écrit hier. C'est un article d'analyse technique. Donc je pense que ça pourrait vous plaire. Analyse technique, crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash. Voilà. Et donc là, il y a toute mon explication. Donc je vais pas la refaire à l'oral. Mais concrètement, le Bitcoin 10 000, pour moi, ça me semble intéressant étant donné qu'il a été testé, vous voyez, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on va dire 5 fois, on va comptabiliser ce test-là à quelques pips, à quelques dollars près, hein, sur le Bitcoin. Un Bitcoin à 10 000, on n'est pas à 10 dollars près. Donc, voilà. On va dire 5 tests des 10 000. Rebond avec succès. Bon, certes, on n'a pas eu l'impulsion qu'on voulait, mais on a le rebond. Et techniquement, tant qu'on a un rebond, tant que plus on a de tests sur le support, et techniquement, plus il est solide. Parce que, eh bien, si vous avez sur 10 tests 10 succès de rebond, si on a eu 0 cassure, bah, c'est dire que c'est un niveau de support solide. Vous voyez, donc voilà, 10 000 pour moi, tant qu'il tient, mais écoutez, ça me semble un niveau de prix intéressant. Pour viser, dans un premier temps, 12 007, puis 15 000. L'Ethereum, bon, alors, ceux qui suivent mes séries hebdomadaires sur analyse technique des crypto-monnaies depuis le début de l'année, vous savez que 800 dollars, c'était un niveau de support que j'ai indiqué à payer. Ensuite, les 1000, ça a été la semaine dernière. Là, on est à 1002. Comme j'ai dit dans mon article, 1002, on est un peu au milieu de nulle part. Donc là, concrètement, à 1002, on n'a rien à faire. Si on a un retour à 1000, pourquoi pas passer à l'achat? Mais là, honnêtement, voilà, on est au milieu de, on est entre 1000 et 1005. Voilà, on est entre 1000 et les précédents plus haut. Donc il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas de support, il n'y a pas de niveau de prix qui est intéressant à 1002. Le Litecoin, bon, on est en phase de respiration, 150 dollars, ça me semble intéressant à payer. Le Ripple, 1 dollar, même si au fond, d'un point de vue fondamental, j'y crois pas énormément à son succès sur du long terme, étant donné que c'est une crypto-monnaie centralisée. Donc il y a un petit paradoxe, une crypto-monnaie centralisée. C'est comme si je vous dirais c'est comme si je vous disais pardon un grand nain. Vous voyez que c'est pas très c'est un petit peu paradoxal, étant donné que voilà, une crypto-monnaie, l'éthique même d'une crypto-monnaie, c'est qu'elle soit décentralisée. Et là, elle est contrôlable par Ripple et elle est créée, elle est gérée par Ripple. Donc voilà, c'est un petit peu bon, ça peut servir de solution pour les banques, hein, encore une fois pour les transferts internationaux. Maintenant, est-ce que ça va être une crypto-monnaie viable sur le long terme? Moi, personnellement, moi, je ne crois pas, étant donné qu'il y a un problème d'éthique. Mais bon. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait un très long point de marché. On a presque battu notre record de durée, ce qui a été atteint la semaine dernière, un peu plus d'1 heure. Là, on fait 1 heure avec mes 5 minutes de retard. En fin de compte, ça fait 55 minutes. Je reviens une dernière fois sur l'euro-dollar vers 1,21 de la part de Olive. Alors moi, je reviens une dernière fois sur l'euro-dollar. Et oui, 1,21, 1,2230, premier niveau de support. Mais je pense qu'il faut pas payer l'euro tant que le DXY n'a pas émis un signal baissier. Voilà. Premier retour du DXY, c'est à 90. Si le DXY est encore, on va dire, à 89, mais que l'euro-dollar est à 22,30, il y aura encore une marge de progression pour le DXY et donc une marge de progression baissière pour l'euro. Voilà, donc 1,2230, c'est le premier niveau de support à surveiller. C'est-à-dire que si on a un euro à 1,2230, je commencerai à m'intéresser aux positions acheteuses. Mais si je vois pas de signal, je vais pas payer les 1,2230. Il y a un potentiel baissier jusqu'à 1,20. Et si c'est à 1,20, tant mieux. Parce que ça permettra d'avoir un momentum beaucoup plus bas, un prix beaucoup plus faible. Voilà. Donc d'ici là, d'ici les 1,2230, moi je reste à l'écart en tout cas. Ah, vendre l'euro dollar, pourquoi pas? Olive, pourquoi pas vendre l'euro dollar jusqu'à 1,2230? Ça me semble possible. Mais attention au risque, parce qu'on reste quand même dans une tendance haussière. Donc diminuez votre risque. À la rigueur, quand vous êtes dans la tendance, bon le risque, vous le limitez quand même. Mais là, quand vous êtes à contre-tendance, limitez-le encore plus. Par exemple, si généralement, imaginons que vous risquez 2% de votre capital par trade, là on est à contre-tendance, risquez seulement 1%. Ça me semble, voilà, très bien. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous pour votre fidélité, comme d'habitude. Et écoutez,
à demain pour mon prochain point de marché. Ce n'est pas moi qui fais le webinaire éducatif ce soir, c'est Yoav Nizar. Donc voilà, je vous invite à le rejoindre ce soir. Et sinon, nous nous retrouverons demain à 9 heures, même salle de training comme d'habitude, pour le prochain point de marché. Excellente journée à vous et à demain.